Bonjour, aujourd'hui on va faire le cours du métabolisme phosphocalcique. C'est un cours très simple, c'est un cours qu'on doit l'apprendre par cœur parce qu'on a besoin de ces notions dans les bilans de la vitamine D, de la calcémie, de la phosphorythmie, etc. On commence toujours par une petite introduction. Donc il faut savoir que le sujet normal présente à peu près 10% du calcium au niveau du sang. C'est tout simplement la calcémie. Elle est à peu près de 100 milligrammes par litre. Et la plupart du calcium se situe au niveau de l'os. C'est à peu près 90%. Donc on sait que l'organisme comporte à peu près 1 kilogramme de calcium au niveau de l'organisme. On parle maintenant du bilan. Eh bien, tout simplement, le calcium, tout simplement, on sait que les entrées du calcium se fait principalement par l'alimentation. Par exemple, les produits laitiers, l'eau riche en calcium et encore les légumes, les poissons, etc. Donc, on sait que l'apport alimentaire nous donne à peu près 100, plutôt 1000 milligrammes. 1000 milligrammes de calcium qu'on a besoin dans la journée. Donc, à peu près 7000 milligrammes va être va distiller au niveau du tube digestif, euh, puis l'élimination de cette quantité, donc cette quantité du calcium est éliminée par deux voies, la voie digestive et la voie rénale. Pour la voie digestive, donc l'élimination fécale à peu près elle est de 800 milligrammes. Et encore, l'élimination urinaire bien rénale, elle est de 200 milligrammes. Donc on dit tout ce qui est entrée et sortie. Donc la 1000 milligrammes qu'elle est entrée par l'alimentation, elle est sortie tout simplement dans la matière fécale et encore là, les urines tout simplement. Mais on sait qu'il y a toujours des échanges entre l'os, le tube digestif et les structures extra- et intracellulaires. Donc à peu près, il y a un remodelage, donc il y a un remodelage osseux entre l'os et les structures extracellulaires à peu près de 500 milligrammes parce qu'on a dit que l'os à peu près pèse à peu près 1 kg, il contient 1 kg de calcium. Et encore, pour le secteur extracellulaire, il comporte à peu près 1000 milligrammes, contrairement au secteur intracellulaire qui comporte 4000 milligrammes. Donc, je répète, on a dit que l'alimentation comporte à peu près 1000 milligrammes. Elle sera distillée, bien, elle va directement vers le tube digestif. L'excrétion fécale, elle est de 800 milligrammes. Et encore l'immersion urinaire, elle est de 200 milligrammes par jour. On a dit qu'il y a un changement, un remodelage osseux entre le secteur extracellulaire qui contient à peu près 1000 milligrammes, donc 1 gramme de calcium. Je ne parle pas de la calcémie, je parle d'une façon générale du calcium qui se situe par exemple au niveau de l'interstitium. Donc, on a dit que le secteur extracellulaire comporte 1 gramme du calcium et encore le secteur intracellulaire comporte à peu près de 4 jusqu'à 5 grammes de calcium. Et l'os comporte aussi à peu près 1 kilogramme du calcium. Donc, tous ces différents organes faisant des échanges du calcium. Voilà. Mais on sait tout ce qui est entré, c'est à peu près 1000 milligrammes, et sorti par devoir, on a dit déjà ça, c'est la matière fécale et encore les urines. Voilà. On a dit déjà ça, que les entrées sont présentées principalement par les matières laitées, les laitages, la farine et l'eau et les fruits, les légumes encore, plutôt les légumes et les poissons. Et les sorties, on a dit principalement la voie digestive, c'est les selles. Et encore le rein, c'est par l'élimination des urines et la sueur d'une proportion très faible. On a déjà vu ça, que la répartition du calcium se fait le pool intracellulaire qui est à peu près de 4 jusqu'à 5 grammes et encore l'extracellulaire à peu près 1 gramme. Pour la calcémie, on a dit la valeur normale de la calcémie à peu près elle est de 100 milligrammes.
elle est de 100 mg par litre. Et pour l'interstitium, elle est à peu près de 55 mg par litre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avant de parler sur le phosphore, on va parler de la calcémie. Donc la calcémie, ou bien le calcium plasmatique total. Donc il faut savoir que la calcémie présente deux types, ou bien deux formes du calcium. Le calcium dit non diffusible, ou bien non ultrafiltrable, et le calcium diffusible, ou bien ultrafiltrable. Donc il faut savoir que le calcium non diffusible, ou bien non ultrafiltrable, il a trois propriétés. Non ionisé, non diffusible et encore non excrété, parce qu'il est lié à une protéine. Donc c'est à peu près, il présente 40% de la calcémie. Donc la calcémie en général, elle est de 100%. Le calcium non diffusible, il représente 40% de la calcémie. Donc on dit que le calcium diffusible présente à peu près 70% de la calcémie. Voilà. Donc il faut savoir que cette 40% de la calcémie, elle est liée principalement à l'albumine. Donc on a dit elle est non excrétée, non diffusible et encore non ionisée. Donc elle est liée principalement d'un pourcentage de 90% à l'albumine. Voilà. Euh, on continue. On a terminé par non diffusible ou bien non ultrafiltrable. Pour la calcémie qui est diffusible, qui est ultrafiltrable, elle est dite ionisée, puisqu'elle est ionisée, c'est la forme biologiquement active. Donc attention, la forme biologiquement active du calcium, c'est la forme diffusible, la forme ionisée. Voilà. On a dit ça qu'elle représente à peu près 50% de la calcémie et, euh, et encore ce type de calcium, ou bien cette calcémie qui est ionisée, elle représente un rôle capital dans l'os, encore l'absorption intestinale et l'élimination rénale. Donc, il faut savoir que le calcium ionisé, c'est lui qui joue un rôle majeur dans la régulation du métabolisme de l'os et encore l'absorption intestinale du calcium et son élimination rénale. Bien sûr, son taux dépôt de l'absorption intestinale, la vitamine D, encore la parathormone, on va détailler tout ça après. Pour le rôle, on sait que le calcium ou bien la calcémie, le calcium diffusible ionisé, il a un rôle dans l'ossification, la coagulation, plusieurs réactions chimiques enzymatiques, donc les réactions métaboliques, et encore la perméabilité des membranes cellulaires, et c'est lui qui est responsable de l'excitabilité neuromusculaire. Voilà. Il y a une petite fraction du calcium diffusible qui est représentée par le calcium qui est dit complexe. Donc le calcium complexe, c'est l'association entre le calcium avec le citrate ou bien le phosphate ou bien le bicarbonate. Donc on dit le citrate calcique, le phosphate calcique ou bien le bicarbonate calcique. Donc toutes ces formes sont représentés par le calcium diffusible, mais il est dit complexe. Donc on a dit que le terme complexe est utilisé parce que ce type de calcium diffusible, elle est associé au citrate, phosphate et bicarbonate. Mais il faut savoir que le calcium diffusible complexe représente 10% de la calcémie. Je répète, le non diffusible représente 40%. Il est lié principalement à l'albumine. Le diffusible représente à peu près 60%. 50% qui est dit ionisé et 10% qui est dit complexe. Voilà. On a dit que les formes complexes sont le citrate calcique, le phosphate calcique et le bicarbonate calcique. Il faut savoir en cas d'acidose, donc il y a une mobilisation du calcium diffusible. On va corriger cette calcémie, ou bien on va corriger cette acidose par une hypercalcémie. Je vais récapituler d'une façon très simple, très rapide, afin de mettre les informations en tête. On a dit que la calcémie présente sous deux formes. Non diffusible qui est non ultrafiltrable. Elle est dite non excrétée parce qu'elle est liée aux protéines qui est l'albumine principalement. Non diffusible, non ionisée. On a dit qu'elle représente à peu près 40% de la calcémie.
Pour la diffusible, on a deux types, ionisée et complexe. Pour l'ionisée, à peu près, elle représente 50% de la calcémie. On a dit qu'elle présente plusieurs rôles, plusieurs rôles, voilà. Et pour le complexe, on a dit qu'elle représente 10% de la calcémie. Voilà. J'espère que vous allez bien comprendre. Pour l'os, on va parler maintenant le calcium qui se situe au niveau de l'os. On a au niveau de l'os, au niveau du tissu profond, c'est à peu près 1 kg, on a dit déjà ça. Et au niveau de la surface, à peu près 4 grammes. C'est pas très important. L'essentiel, on sait que le calcium qui se situe au niveau de l'os, il pèse à peu près 1 kg. On parle maintenant du pool calcique. Le pool calcique, il est représenté par deux types ou bien deux valeurs stables qui se situent au niveau des tissus osseux probants à peu près il pèse de 1 kg et qui est dite euh, échangeable, échangeable, voilà, le pool calcique échangeable, il se situe au niveau de l'os superficiel, le tissu mu et encore le tissu mou et encore le calcium extracellulaire. On a dit déjà qu'il est à peu près de 1 gramme. Cette notion, ben, tout simplement, cette notion, c'est très simple. On a divisé le pouls calcique en deux. Stable qui se situe au niveau de l'os profond et encore échangeable qui se situe au niveau de l'os superficiel, le tissu mou et encore le calcium extracellulaire. Donc, lorsqu'on dit un échange, euh, il faut penser surtout au calcium extracellulaire. On va parler donc de l'absorption intestinale du calcium. Donc il faut savoir que l'apport du calcium à peu près le minimum de l'apport est à peu près de 200 mg et le maximum ou bien l'alimentation maximum ou bien optimale elle est de 600 mg par jour, ce sont des notions à prendre. Pour l'absorption du calcium, on sait qu'il y a deux voies. La voie passive, c'est une voie de diffusion, et la voie active qu'elle est régulée, elle se fait par des canaux spéciaux, sont les canaux calciques, qui se situent au niveau de, du bord proximal de la cellule entérocyte. Donc on sait que le calcium va être diffusé, bien va être absorbé au niveau des entérocytes par les canaux calciques. Et bien sûr, cela se fait par une régulation. Et puis, on aura le transporteur qui se situe au niveau du plasma, bien du sang. C'est c'est le calcium binding protein. C'est un transporteur qui va transporter le calcium vers les différentes tissus ou bien pour faire les échanges entre le milieu sanguin et les différents organes. Voilà. Donc, tout ce qu'on doit apprendre, c'est qu'il y a deux types de transporteurs, le passif qui est diffusible et l'actif qui est régulé par les canaux calciques spécifiques qui se situent au niveau des entérocytes. On parle maintenant de l'absorption intestinale du calcium. On sait que le calcium est absorbé au niveau de l'intestin, au niveau des cellules entérocytaires. Il faut savoir que la vitamine D stimule l'absorption intestinale du calcium. Donc, lorsque, euh, lorsque le patient, par exemple, présente une hypercalcémie, eh ben, il faut penser qu'il a probablement un déficit en vitamine D. Donc, il faut le donner un traitement qui contient la vitamine D. Donc, c'est juste une probabilité. Et encore, l'acidité stimule l'absorption intestinale. Je vais vous dire quelque chose qu'il y a quelques notions que vous devriez l'ajouter parce qu'elle ne contient pas dans le polycopie. Voilà. Donc l'absorption intestinale du calcium elle est stimulée par la vitamine D, le lactose, les progestérones, la testostérone, les protéines placentaires encore sont des stimulateurs de l'absorption intestinale. On a encore la STH qui est la somato-hormone ou bien l'hormone de croissance
et encore la parathormone, parce qu'on sait que la parathormone, c'est le stimulateur de la synthèse de la vitamine D par le rein. Voilà. Voilà. Ces différentes hormones, ou bien ces différents facteurs, elles favorisent l'absorption intestinale du calcium. Donc la vitamine D, la parathormone, l'acidité, la STH, la lactose, la progestérone, la testostérone, les protéines placentaires. Pour les inhibiteurs de l'absorption intestinale du calcium, il faut penser aux glycocorticoïdes, c'est principalement le cortisol. Donc, lorsque le patient est traité sous les glycocorticoïdes, eh bien, tout simplement, il aura des déficits dans l'absorption intestinale du calcium. Donc, il faut faire attention. Les hormones thyroïdiennes encore, lorsqu'ils sont sécrétés d'une façon euh, très grande, donc on aura un excès des hormones thyroïdiennes au niveau du plasma, donc il faut penser que l'absorption intestinale du calcium va être diminuée. Encore le phosphate ou bien le phosphore, c'est la même chose. Le phosphate ou bien le phosphore, l'oxalate, les diurétiques, les bases et encore le vieillissement, tous ces facteurs vont inhiber l'absorption intestinale du calcium. Donc, par exemple, lorsque vous, vous avez un sujet qui vieillit, et bien, tout simplement, et le bilan du calcium est faible, l'absorption du calcium est faible sur le bilan, ben, tout simplement, vous dites à votre patient que c'est l'âge. Donc, le calcium sera, comment dirais-je, le calcium sera moins absorbé au niveau de l'intestin. Donc, vous pouvez euh, stimuler l'absorption de cet calcium par un traitement basé sur la vitamine D. Avant de passer sur le remodelage, on va faire un petit rappel sur le phosphore, bien le phosphate. Donc, il faut savoir que le phosphore est à peu près représenté à peu près le pool total, il est représenté à peu près de 800 grammes. Et la plus grande partie du phosphore, elle se situe au niveau de l'os sous forme d'hydroxyapatite. Donc, le terme hydroxyapatite, c'est la forme du phosphore au niveau de l'os. Il faut savoir que la concentration plasmatique, elle est à peu près de 1 jusqu'à 2 millimoles par litre. Voilà, tout simplement. Je récapitule. Pour le phosphore, il est à peu près 800 mg dans tout l'organisme. Donc, le pouls total du phosphore au niveau de l'organisme est 800 grammes. Donc, il se situe au niveau de l'os sous forme de hydroxyapatite. Et la concentration plasmatique de phosphate, elle est à peu près de 1 jusqu'à 2 millimoles par litre. On parle maintenant de bilan. Les entrées, toujours par l'alimentation, elle est à peu près 100 mg par jour. Puis pour l'élimination, elle est de 350 par la matière fécale et 650 par les urines, par l'élimination urinaire. Donc, attention, c'est l'inverse. Et donc, on dit que la voie urinaire, c'est la voie de l'excrétion majeure du phosphore et on a encore la matière, l'élimination fécale qui joue un rôle mineur pour l'élimination du phosphore. Voilà. On parle maintenant de la parathormone. La parathormone, c'est quoi la parathormone? C'est une peptide, c'est un peptide, il est synthétisé par les glandes parathyroïdes. Donc, il est sécrété d'une façon d'une façon continue. On dit que à peu près toutes les heures, la parathormone est sécrétée. Donc, la dégradation de la parathormone se fait au niveau du rein, se fait au niveau du foie, et à peu près la concentration plasmatique, elle est entre 10 à 50 picogrammes par millilitre. Bien sûr, elle est en fonction de la calcémie, toujours, parce qu'elle exerce elle exerce une fonction un rétrocontrôle sur, sur les glandes parathyroïdes. Voilà. Pour la régulation, on sait que la parathormone,
le rôle principal de la parathormone, c'est de maintien la calcémie normale. Donc on dit il y a toujours un rétrocontrôle. S'il y a une hypercalcémie, on aura une inhibition de la sécrétion de la parathormone. Et contrairement, lorsqu'on aura une hypocalcémie, donc on aura une stimulation de la sécrétion de la parathormone qui va réguler cette calcémie. Bien sûr, la sécrétion de la parathormone, elle est contrôlée par plusieurs facteurs, par exemple la vitamine D et encore l'élévation de la phosphorémie. Donc, on a deux types de régulation pour la sécrétion de la parathormone. On passe maintenant à l'action. Voilà, la partie la plus sympa du cours, c'est l'action. Donc, elle fait quoi la parathormone? Eh bien, tout simplement, elle stimule la résorption osseuse. Donc, elle diminue la minéralisation. Donc, lorsque je parle du terme résorption, c'est de l'os vers le plasma. Donc, elle diminue la densité de l'os. Et lorsqu'on parle de la minéralisation, c'est l'inverse. La minéralisation veut dire la transformation, bien le transport du calcium du sang vers l'os. Donc la minéralisation, ben, tout simplement, c'est le construire et la résorption, c'est la déformation de l'os. Voilà. Donc la parathormone, elle stimule la résorption osseuse malheureusement. Donc tout simplement afin de maintenir la calcémie stable. Pour l'action sur le rein, elle a un triple rôle. Donc, elle augmente ou bien elle stimule la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné distal. Elle réduit la réabsorption du phosphore au niveau du tube contourné proximal. Et encore, elle a un rôle elle stimule l'expression de la 1-alpha-hydroxylase. Cette 1-alpha-hydroxylase, c'est un enzyme qui se situe au niveau du tube contourné proximal. Donc, il assure la formation de la vitamine D, donc une augmentation de l'absorption intestinale du calcium. On récapitule avec ces différents schémas. On a dit que la parathormone stimule la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné au niveau du tube contourné distal. Encore, la parathormone inhibe la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné, plutôt la réabsorption du phosphate ou bien le phosphore au niveau du tube contourné proximal. Donc, elle inhibe la réabsorption du potassium au niveau elle inhibe la réabsorption du phosphate au niveau du tube contourné proximal. Et la troisième action sur le tube digestif, on a dit qu'elle active indirectement, ou bien elle stimule indirectement l'absorption intestinale du calcium en activant la dernière étape de la vitamine D qu'on a parlé déjà. On a dit qu'elle stimule l'expression de la 1-alpha-hydroxylase afin de former la vitamine D qui est la forme active. Donc la vitamine D va stimuler l'absorption intestinale du calcium. Voilà. Un schéma récapitulatif. Voilà. Donc, la calcémie, lorsqu'on a une hypocalcémie, on aura une stimulation de la glande parathyroïde afin de sécréter de la parathyroïde au niveau du plasma. La parathyroïde a plusieurs rôles. Au niveau de l'os, elle augmente la résorption osseuse. Donc, on aura libération du calcium au niveau du plasma. On a dit la résorption veut dire de l'os vers le plasma. Donc, on aura une correction de la calcémie. Au niveau du rein, on aura augmentation de la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné distal. Donc, on aura moins du calcium au niveau des urines. Donc, on aura une diminution de la calurie. On aura d'un autre côté la diminution de la réabsorption du phosphore au niveau du tube contourné proximal. Et elle stimule la synthèse de la vitamine D. C'est la forme active. C'est la 1,25 dihydroxycholécalciférol, qui est la forme active, ou bien on dit la calcitriol. Cette vitamine D va vers l'intestin afin de stimuler l'absorption intestinale du calcium par les cellules
entérocytaire. Donc, on aura une restauration de la calcémie vers la valeur normale. Voilà, tout simplement. J'espère que l'explication est très nette. Donc, la parathormone stimule la résorption osseuse, stimule la réabsorption du calcium, flux distal, elle inhibe la réabsorption du phosphore au niveau proximal et elle stimule la synthèse de la vitamine D. Donc, elle agit indirectement sur la stimulation de l'absorption intestinale du calcium. On parle maintenant de la calcitonine. La calcitonine, elle est sécrétée par les cellules C de la parafolliculaire, donc elle est sécrétée par la thyroïde, donc là, c'est les cellules parafolliculaires, c'est une peptide bien sûr. Elle a une action hypocalcémiante. Donc lorsque vous comprenez le terme hypocalcémiante, c'est tout simplement le reste, il est très facile. Hypocalcémiante veut dire elle veut euh, éliminer le calcium, l'excès du calcium au niveau du sang. Donc, il aura une destination vers l'os et une destination vers les urines. Donc, on aura une stimulation de la minéralisation d'un côté et encore stimulation de l'élimination du calcium, du phosphore, du sodium dans les urines. Tout simplement, le rôle de la calcitonine, c'est le rôle le plus simple. Elle a une action hypocalcémiante. Madame a une action hypocalcémiante, donc elle veut éliminer l'excès du calcium qui se situe au niveau du sang. Donc, on aura une destination osseuse et une destination urinaire. Donc, elle va stimuler la minéralisation, donc la formation de l'os. Cela veut dire euh, le transport du calcium de plasma vers l'os. Et on a encore une élimination du calcium vers les urines. On sait que l'hypercalcémie stimule la sécrétion de la calcitonine et l'inverse, c'est tout simplement des notions très simples. D'après plusieurs recherches, on sait que l'ablation totale de la thyroïde et donc des cellules T n'implique pas une hypercalcémie parce que l'hypercalcémie euh, n'est pas régulée par la calcitonine seulement. Un excès important de la calcitonine, par exemple en cas d'hypersécrétion tumorale, n'implique pas hypocalcémie. Bien sûr, c'est tout simplement sont des recherches expérimentées. Il y a d'autres hormones qui influencent sur la minéralisation et la résorption osseuse. Par exemple, les hormones thyroïdiennes sexuelles, on sait que les oestrogènes lors de la ménopause, la diminution des oestrogènes lors de la ménopause vont, vont stimuler la résorption osseuse, donc stimuler une perte capitale de l'os. Les hormones de croissance GH et IGF, on a dit, ces deux types d'hormones, elles stimulent l'absorption intestinale du calcium et encore, elles stimulent la formation de l'os. Pour les hormones thyroïdiennes glycocorticoïdes, elles stimulent la résorption osseuse, on a dit déjà ça. Pour l'exploration, on passe maintenant à l'exploration. Tout simplement, le bilan du métabolisme phosphocalcique est basé sur la calcémie, la phosphorémie, la calciurie de 24 heures et encore le dosage de la parathormone et la vitamine D. Donc, c'est à apprendre parce que vous avez besoin de ces notions lorsque vous aurez des médecins. Donc, pour l'exploration du métabolisme phosphocalcique, la calcémie, la phosphorémie, la calciurie en 24 heures et encore la parathormone et la vitamine D. L'interprétation des explorations du métabolisme phosphocalcique. On aura première des choses, si vous observez une hypercalcémie dans le bilan, bon, et bien, tout simplement, il faut penser à l'hyperparathyroïdie primaire. Et bien, le patient peut présenter une tumeur bénigne qui est nommée adénome. Adénome veut dire tumeur bénigne. Vous allez tout détailler ça en module d'anatomopathologie en troisième trimestre sur les tumeurs. Et bien tout simplement, lorsque vous aurez une hypercalcémie, il faut penser à l'hyperparathyroïdie primaire parce que, il y a une hypersécrétion de la parathormone. Donc on aura plus de résorption osseuse, plus de réabsorption rénale du calcium au niveau du tube contourné distal et plus de production de la vitamine D. Donc on aura plus de... voilà. Donc on aura une élévation de la concentration de la, euh, de la vitamine, une élévation de la concentration
du calcium au niveau du sang. Encore, probablement, le patient peut présenter un cancer, une néoplasie. Par exemple, il y a une libération d'une molécule proche de la structure et de la fonction de la parathormone. Par exemple, je vous explique. Par exemple, lorsque le patient présente un cancer, euh, probablement il y a une sécrétion d'un produit chimique ou bien d'une molécule chimique qui est proche de la structure de la parathormone et même la fonction. Donc cette molécule qui est chimiquement proche de la parathormone, donc on aura les mêmes effets. Donc on aura une stimulation de la résorption osseuse et encore stimulation de la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné distal et inhibition de la euh, une inhibition de la réabsorption du phosphore et encore augmentation de la vitamine D, de la production de la vitamine D. Ou bien le patient peut, euh, consomme un médicament qui contient beaucoup de la vitamine D, bien surtout les vitamines qui sont euh, trouvées dans les pharmacies, voilà. Donc, on dit que le patient, probablement, donc vous interrogez votre patient, probablement le médicament qu'il prend présente, bien, il contient la vitamine D tout simplement. On a terminé par la partie hypercalcémie. On parle maintenant à l'hypocalcémie. Donc, par exemple, l'hypocalcémie, vous pensez tout simplement à l'hypoparathyroïdie. L'hypoparathyroïdie, par exemple, c'est l'ablation des glandes parathyroïdes. Donc, l'ablation des glandes parathyroïdes, on a la baisse de la parathormone. La baisse de la parathormone, donc on aura moins de résorption osseuse, moins de réabsorption du calcium au niveau du tube contourné distal, et on aura moins de vitamine D, voilà, moins de vitamine D, etc., etc. Donc, le signe hypocalcémie va être apparaît bien, il apparaît lors d'une hypothyroïdie primaire. Donc, vous interrogez le patient s'il a une ablation, s'il a fait une chirurgie sur les glandes parathyroïdes. Probablement, il y a un pseudo-hypoparathyroïdie, c'est qu'il y a une résistance des tissus cibles. Et bien, tout simplement, lorsque vous faites un bilan, vous trouvez que la concentration de la parathyroïde elle est normale, mais vous suspectez qu'il y a une résistance des différents tissus. Donc, vous donnez, je pense qu'il y a plusieurs traitements. Plutôt, ce type de résistance, il est très dangereux par rapport à l'ablation, par rapport à l'hypothyroïdie primaire. Et bien, lorsqu'il y a une pseudo-hypoparathyroïdie, eh ben, c'est un obstacle parce que même si vous allez admirer, si vous allez euh, injecter de la parathyroïde par exemple, eh ben, tout simplement il y a une résistance au niveau des récepteurs, des différents tissus, donc on n'aura pas des effets, on n'aura pas une correction de l'hypocalcémie. Et troisièmement, vous pensez à euh, carence en vitamine D. Donc, lorsque le patient présente une hypocalcémie, ben, tout simplement, vous pensez à, par exemple, le carence en vitamine D. Chez l'enfant, il y a une apparition du rachitisme. Donc, on dit le terme rachitisme chez l'enfant et l'osteomalacie chez l'adulte. Donc, il ne faut pas confondre. Rachitisme enfant, ostéomalacie, c'est l'adulte. Et là, le rachitisme, il y a deux types. Le rachitisme qui est dit carentiel, donc on aura carence en vitamine D, ou bien, donc la correction se fait par la prise des médicaments riches en vitamine D. Et encore, on aura le rachitisme vitamino-résistance. C'est le même cas de la pseudo-hypoparathyroïdie. Donc le rachitisme vitamino-résistance, donc même si vous allez injecter ou bien vous allez donner un traitement basé sur la vitamine D, et bien tout simplement va, le patient présente une résistance. Donc il y a au niveau des tissus, il n'y a pas la réponse des tissus cibles
euh, pour la vitamine D. Donc, il y a une résistance. Le patient, ou bien la vitamine D, elle est disponible dans le corps, mais tout simplement, le corps n'a pas à l'accepter parce qu'il y a une résistance dans les différents tissus, probablement problème dans les récepteurs, problème dans la réponse nucléaire ou bien la signalisation, sont comment dirais-je, sont des maladies. Le rachitisme vitamino-résistance, c'est une maladie très grave par rapport au rachitisme carentiel en vitamine D. Voilà. Et l'osteomalacie chez l'adulte, on en parlait déjà de ça. Pour l'ostéoporose, l'ostéoporose est définie ben, tout simplement, c'est un déséquilibre entre la résorption et la formation osseuse, veut dire la minéralisation. Elle se voit surtout plutôt, chez les sujets âgés, surtout la femme qui est âgée, notamment après la ménopause. Donc l'ostéoporose se voit chez les sujets âgés tout simplement. J'espère que vous allez bien comprendre. J'ai essayé de vous simplifier les notions. Euh, Si vous avez d'autres informations, bien j'ai trompé, ou bien vous avez des explications plus simples que la mienne, n'hésitez pas à me laisser ou bien contacter ou laisser des commentaires et merci.